L'année à peine a fini sa carrière. Oui, l'année à peine a fini sa carrière et flanqué au milieu de l'Afrique, la République démocratique du Congo est là. Toujours pauvre, matériellement, spirituellement, intellectuellement, socialement, politiquement. Et on se demande vraiment qu'est-ce que le peuple congolais a fait pour mériter cette punition. C'est vraiment terrible et horrible au même moment. Alors c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Je salue tout le monde qui va me suivre tout de suite. Vous savez, c'est la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le 29 décembre 2020. Et dans 2 jours, ce sera la fin de l'année 2020. C'est pourquoi je préférais prendre donc parole pour essayer un peu de faire le bilan de l'année pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le Grand Congo. Moi, c'est Marc Lushimba. Je vous salue encore. Comme vous le savez, rien ne marche au Congo. Tout va mal. Et c'est vraiment triste de voir que malgré cela, les gens qui étaient censés prendre des responsabilités, c'est-à-dire les dirigeants congolais, donc, ne font absolument rien. Donc, mais ils sont là, en train de se servir et de laisser le pays donc, dans les mains de n'importe qui, de tous les aventuriers du monde. C'est vraiment terrible. Et avec ça, on nous a dit que Félix Tshilombo va animer, donc ce n'est pas une journée de prière, pour implorer la grâce de Dieu. Donc une journée d'action de grâce. Bon, comme vous le savez, c'est ce que moi j'appelle de la comédie. Ça, c'est la farce, la comédie pure et simple. Parce que la Bible elle-même dit que une prière, donc venant d'un malfaiteur, d'une mauvaise personne, d'un pécheur, est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Mais c'est comme si les Congolais prennent Dieu pour leurs camarades. C'est-à-dire, tu peux faire n'importe quoi, tu peux tricher, tu peux voler sur tous les plans. Voler même l'argent du contribuable. Donc, faire croupir le peuple de Dieu, le peuple congolais, dans la misère la plus noire, ça ne dit rien. Et puis tu vas passer là-bas pour décréter une journée d'action de grâce devant Dieu. Quel Dieu? Chers frères et sœurs congolais. N'est-ce pas de la comédie tout ça?
C'est de la comédie. Il y a eu de grands événements qui ont fait parler d'eux il y a quelques semaines. C'était le Parlement de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, vous tous, comment les parlementaires, toujours animés par leur esprit de corruption, leur ego, nous ont montré un théâtre là. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont démonté donc le bureau de la présidente. Ils ont mis dehors donc la présidente du Parlement du Congo. Moi, personnellement, cela ne me fait aucune pitié. Parce que toutes ces histoires-là, nous le disons sans cesse, ce n'est que de la magouille. Donc Janine Mabunda elle-même est arrivée là-bas par la magouille. Nommée et imposée par Joseph Kabila et consorts. Et avant que cet événement n'arrive, je parlais à un ami. Et je pense que la vidéo que j'ai faite la fois passée, j'avais lancé un message à Moïndo Nzangi. Je lui ai dit de faire attention parce que il a le cœur de servir le Congo, ce monsieur-là. Il bosse dur pour montrer le chemin à certains parlementaires congolais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Moïndo Nzangi se retrouve, il est comme un monsieur qui se retrouve à un mauvais endroit au mauvais moment et entouré de mauvaises gens. C'est pour cela que tout ce qu'il fait, ça va toujours tomber. Pourquoi l'entourage, la boîte dans laquelle il est en train d'opérer, ce n'est pas une boîte des hommes ou de personnes honnêtes. C'est la magouille, c'est la mafia. Je sais, il y a un petit groupe de députés qui avaient été votés véritablement. Mais le reste, tous ceux qui prennent des titres, qui ont des titres là, ce sont des gens qu'on a nommés. Toujours dans la succession, la série de mafia qui a mis Félix Tshisekedi à la présidence, et c'est la même série de mafia qui a mis Janine Mabunda comme présidente du Parlement et qui a mis Tambwe Mwamba comme le président donc, du Sénat. Donc, tout ça, c'est la mafia. La grande tour de Babel. Alors, ce que beaucoup de gens n'ont pas remarqué, c'est quoi? Ce qui a fait détruire ce Parlement-là, même pour un temps, c'est parce que le pays n'est pas contrôlé par les Congolais. Nous vous disons toujours, c'est ça l'indice d'abord. Le pays est contrôlé par des mains étrangères. Et avant le désordre qui a eu lieu, qu'est-ce qui avait eu lieu d'abord, avant qu'on puisse maintenant commencer à se tabasser, à se chamailler pour chercher des postes, faire tomber Janine Mabunda et consorts? Il y avait d'abord des séances fortes pendant lesquelles la vedette c'était Moïndo Nzangi. On parlait de quoi? De Minembwe. C'était devenu sérieux. Donc la chose était devenue sérieuse. Moïndo Nzangi a démontré convenablement le mensonge d'Azérès Rouberoa, Moïse Nyarugabo et consorts. Il a démontré clairement comment on est en train de... Comment derrière Minembwe qu'on connaît, il y a un Minembwe agrandi qui avec le temps, ça deviendra même une province, un pays. Comme il a démontré comme ça, il a eu le soutien de beaucoup de parlementaires. Et on voulait qu'Azérès Rouberoa soit mis, cloué au poteau, parce que ce qu'il était allé faire, c'était la magouille.
Donc ce monsieur allait être sanctionné, enlevé même de son poste de parlementaire. Moi, je savais déjà que, comme les Congolais, hein, grâce à un Congolais honnête, conscient, Moïndo Nzangi, ils viennent de toucher le sujet qu'on ne touche pas. Donc, on fera tout pour que cette histoire n'ait pas lieu. Et c'est ce même qui a causé, donc, le désordre. C'est-à-dire, il faut arrêter ce Parlement-là. Créer quoi, le désordre? On enlève la présidente qui est là. Oh, son bureau doit aussi partir. C'est-à-dire, même les dossiers qui étaient sur la table, le dossier de Minembwe, c'est fini. C'est-à-dire, ceux qui tirent les ficelles de la politique de la République démocratique du Congo, les ont encore tirés. Et c'est clair que vos soi-disant députés parlementaires sont des marionnettes. Et ce qui est grave, c'est que beaucoup de Congolais sont là comme députés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Ça fait 2 ans. Moi, je comprends parce que ce sont des députés nommés, mandatés par les occupants du Congo. C'est pour cela que nous vous disons, dans ce pays-là, il faut qu'il y ait un changement radical. On ne devait pas aller plus loin. Vous touchez le dossier de Minembwe, hein? C'est-à-dire vous touchez les mains des boss au pluriel qui sont en train de contrôler le Congo à l'intérieur, mais à partir de l'extérieur. C'est ce qu'on a fait. Et pour montrer combien les députés congolais, soit des intellectuels, sont toujours des distraits. Vous avez vu la caravane qu'ils avaient effectuée avant même la séance de Minembwe. Ils sont allés dans l'est du Congo. Et pour vous dire comment certains Congolais sont encore des vrais endormis. Ils se disent députés, mais ils ne comprennent pas le jeu qui est en train de se jouer. Vous avez vu, on a embarqué des gens comme Daniel Saf. Ils sont allés là, dans l'avion. Donc, ils n'avaient pas compris ce qui était allé se faire dans l'est du Congo. Ils étaient là en train de courir là-bas, s'asseoir, faire des photos, tout ça, jusqu'à ce qu'on a installé la commune de Minembwe. Un homme comme Daniel Safou ne le savait pas. Toujours parler, je ne sais pas si c'est l'effet de la drogue, de la bière. Il parlait ici, il va là-bas. Donc, à son insu, et à l'insu de beaucoup de gens, des gens qui étaient dans la délégation du Congo, des soi-disant députés, ils étaient amenés dans l'Est pour avaliser donc la création de cette commune-là. Mais sans le savoir, beaucoup n'ont pas su ce qui s'est passé là. Ça montre le niveau des députés congolais, le niveau des politiciens congolais. Moi, je le savais. J'avais même dit que Mamadou Ndale était mort comment? Parce qu'il était allé dans l'Est, toucher les intérêts des occupants du Congo, ceux qui occupent le Congo jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça. Parce qu'on a vu qu'il y avait du sérieux. Il y avait un meneur, Moïndo Nzangi, qui avait ouvert les yeux de certains députés, donc musiciens là, qui aiment chanter, faire des bruits. Il fallait casser cette histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi cette assemblée-là, on l'a mis un peu donc à l'écart. C'est à cause du dossier de Minembwe. Et pendant que tout est mis de côté, il y a des ordres. Vous avez vu, on a arrosé l'argent pour faire jouer les politiciens congolais. C'est de les faire sortir de cette case pour l'amener dans cette autre case, les faire sortir de l'Est pour les amener à l'Ouest, Nord, Sud, confusion là-bas. Au moyen de quoi? Au moyen de l'argent. Il y a ceux qui ont reçu de 5 000 $, les autres ont été même fiers là de dire qu'ils ont reçu 15 000 $.
C'est-à-dire, cette histoire-là n'ira jamais loin. Pourquoi? Parce que les Congolais ne maîtrisent pas les institutions. C'est-à-dire, chaque fois qu'on verra que les Congolais commencent à se réveiller, commencent à vouloir donc voir la vérité clairement, il y aura toujours une main étrangère pour venir détruire tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi nous vous avons dit, on ne peut pas aller trop loin dans ce pays-là, avec ce qui est mis là, ce qui a eu lieu en décembre 2018, qui a fait que Félix Tshisekedi est devenu président, qui a fait qu'il y a eu un Sénat, un Parlement, donc là où les gens étaient à majorité nommés. Ça n'ira jamais plus loin. Et c'était ça le souhait d'un Congolais honnête, c'est-à-dire de ne pas accepter cette histoire. Aujourd'hui, je pense que même les durs des durs, les incrédules vont nous donner raison. Après 2 ans de Félix Tshisekedi à la cité de l'OUA, de l'Union africaine, la soi-disant présidence, faites le bilan. 0, 0, 0. Mais l'homme ne fait que voler. L'homme ne fait que remplir ses poches. Ne fait que voyager. C'est-à-dire tout ce monde-là, ils travaillent, c'est pour leur poche. Ils savent que cette histoire-là ne fera pas long feu. Et ils ont été mis là-bas, non pas par le peuple congolais à travers une élection. Faux, ils le savent. C'est le deal. C'est-à-dire, ils sont là pour respecter donc le terme, bien les termes de ceux qui les ont mis là. Il ne faut jamais traverser. Il ne faut jamais aller plus loin. Faire ce qui ne s'était pas dit dans le deal. Et chaque fois que le peuple fait pression, on trouvera toujours un moyen pour tourner en rond. Et c'est triste. Vous avez entendu, oh, Azaras Rubero est malade, il est parti. Bon, nous regardons comme ça. Car un Congolais, je ne sais pas, je ne sais pas comment un Congolais raisonne. Ils vous feront n'importe quoi. Ils vous tromperont de toutes les manières. Parce qu'ils savent que les Congolais, vous ne vous aimez pas d'abord vous-même. On a eu beaucoup de gens qui faisaient trop de bruit avant même les élections. Des soi-disant députés, surtout les gens de l'UDPS, marchaient là. Jusqu'à ce qu'il y ait eu tricherie. Je peux prendre l'exemple d'un député, Eliezer Ntambwe. Il parlait, criait, tout ça. On voyait même les muscles là au visage. Jusqu'au jour où il a eu son poste de député. Mais il sait bien que le système qui est là, c'est le système de mafia. Et brusquement, le type a changé de cap. Il soutient la mafia. Il veut dire aux Congolais que Félix a gagné les élections. Et regardez là où ils sont. Tous, bouche cousue maintenant. C'est ça le Congo. C'est vraiment triste. Et on vous présente maintenant une autre scène. L'union sacrée. C'est-à-dire Félix Tshisekedi maintenant est en train de pêcher les autres parlementaires de FCC pour les amener dans l'UDPS, cash, tout ça, vous avez vu. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui fait quoi. Remarquez ce qui est en train de se passer là. On ne sait qui fait quoi. Union sacrée, ce n'est pas la première fois qu'on en aura. On a déjà eu ça. Et ça finit de quelle manière?
C'est pourquoi parfois je pose la question. Nous, Congolais, quand nous parlons de la politique du Congo, parfois il faut nous demander, on avait quel âge, ou bien on a quel âge aujourd'hui, pour ne pas connaître certaines histoires qui se sont passées, ou bien qui sont en train de se passer dans la politique du Congo. Je pense que pour les autres petits, cette histoire de Union sacrée, c'est une nouvelle histoire, non? Pour quelqu'un qui avait 14 ans, 15, 16, jusqu'au-delà, dans les années 90, il pouvait regarder, voir et comprendre. C'était la même manière. Hein? C'était la même chose. Ça se passait où? Dans la conférence nationale souveraine, là. C'est comme un parlement. Là où beaucoup de têtes pensantes du Zaïre étaient allées à Kinshasa, dans la période de transition internationale, quand l'URSS venait de tomber. Un autre monde prenait déjà forme à l'horizon. Et il fallait faire vite, hein, pour s'adapter. C'est-à-dire, s'il y avait des politiciens, un politicien, c'est celui qui prévoit. Parce que faire la politique, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. Tu ne peux pas être dans ce que tu appelles la politique pendant 5 ans, 10 ans, sans voir, hein, sans même prévoir, prévenir, savoir ce qui est en train d'arriver à l'horizon. Tu n'es pas politicien. Dans d'autres pays, les gens savaient que le monde avait connu une grande secousse. Fini le double jeu de monopole, c'est-à-dire URSS, Amérique. Quelque chose d'autre se formait. Et c'est ça qui a donc poussé tous les pays du monde à revoir leur politique. Il fallait revoir leurs calculs, à mettre en place donc un autre système rapidement pour s'adapter à ce qui était en train d'arriver à l'horizon. Et au Congo, il y avait la conférence nationale souveraine. Je ne cesse de le reprendre, de le répéter. C'est pendant cette conférence-là, une sorte de parlement, que les Congolais, s'ils étaient intelligents, malins, patriotes, on leur avait donné la feuille de route. Parce que les Français savaient. Parce que beaucoup d'Africains sont des aveugles. Le président François Mitterrand savait ce qui était en train de venir. Il voyait dans la chute de l'URSS, c'est-à-dire la présence des États-Unis qui allait rester seule maîtresse du monde. Et cela allait changer beaucoup de choses. Il fallait s'aligner déjà. Le président Mitterrand a appelé les présidents africains, les francophones, à la bolle en France, pour leur dire, en tout cas, pour ne pas donner raison à l'aigle de Washington. C'est la politique. Rangez-vous directement, faites un changement, vous-même chez vous. Démocratisez votre pays rapidement, changez même de constitution. Donc c'est la démocratie qui arrive. Démocratiser les choses pour ne pas donner raison à la grande main qui est en train de venir, qui vous dira un jour que nous venons vous aider parce que vous avez échoué, donc de vous organiser vous-même. Et quand cette main va arriver, ça ne sera pas pour vous aider, c'est pour donc assouvir certains besoins. Il y a eu des pays qui avaient compris. Mais au Congo, c'était toujours le jeu que vous êtes en train de voir. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne sais pas si je me trompe, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu de politiciens congolais se mettre en groupe, même au Parlement, Sénat, pendant des crises, ou bien une grande crise. Donc, faire des réunions là-bas pour trouver une solution afin de sauver le Congo. Jamais. Ils se rencontrent, c'est pour s'enfoncer davantage. Et c'était ça, en 1990, 91.
dans la conférence nationale souveraine. Il y avait toujours ce que vous êtes en train de voir. Ce groupe, à droite, traverse, va à gauche, celui-là, il est avec celui-ci aujourd'hui. Après un mois, il devient contre celui-là. Ils ont tournoyé pendant beaucoup d'années. Et ils ont fini par fabriquer aussi l'union sacrée de l'opposition radicale, qu'ils appelaient USOR, l'union sacrée, dans laquelle se trouvait Étienne Tshisekedi, le papa de Félix Tshisekedi. Ne croyez pas que quand Félix Tshisekedi a opté ce nom-là, donc c'est lui qui a fondé, non. C'est-à-dire qu'il est en train d'aller sur les traces de son père Étienne Tshisekedi. Ils étaient bien un bloc. Pourquoi? Parce que le grand problème, la pierre d'achoppement, c'était Mobutu. La majorité des Congolais zéro n'aimaient pas Mobutu, il fallait qu'il parte. Mais Mobutu, comme tout dictateur africain, ne voulait pas partir. C'est Mobutu qui bloquait l'avancement du Congo au Zaïre. Les politiciens ont tout fait. Ils ont dit, faisons une union sacrée pour qu'il parte, comme Kabila, Joseph aujourd'hui. C'est-à-dire, il a donné la présidence à Tshisekedi, mais il n'est pas encore parti. Il tripote encore quelque chose dans le noir. Le blocage que vous avez aujourd'hui, c'est Kabila. Le blocage de ce temps-là, c'était Mobutu. Ils ont fait l'union sacrée en ce temps-là. Il sort, union sacrée de l'opposition radicale. Mobutu a corrompu tout le monde, un à un. Aucun politicien ne pouvait relever la tête pour dire non, moi on ne va pas donner l'argent. Tout le monde a bouffé l'argent. Et ceux même qui avaient quitté les provinces pour aller à Kinshasa afin de faire cette conférence-là n'étaient plus revenus d'où ils étaient venus. Ils se sont mariés avec des femmes libres, des putes là-bas, des prostituées à Kinshasa. Ils ont même oublié leur famille dans les provinces. Imaginez 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 1996. C'était toujours comme ça. On ouvre la conférence, on la ferme. On l'ouvre, on la ferme. On l'ouvre, on la ferme. Mais ils touchaient leur argent, le perdième. Comme vos politiciens que vous avez aujourd'hui là. Ils touchaient l'argent. Donc tout le monde était entré dans le jeu de ne rien faire afin de faire durer cette conférence éternellement avec le seul motif qui est de toucher l'argent. Jusqu'à ce qu'il y ait eu le bruit de bottes dans l'est du Congo. Ce qu'on devait éviter était venu rattraper les politiciens congolais. Je l'ai toujours dit, parce que ce sont des idiots. Si tu ne sais pas changer ton pays toi-même, si tu refuses d'être responsable, on viendra le changer pour toi, par quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre là ne le changera pas de la manière dont tu veux. Pour tes intérêts, non. Il va le changer pour ses intérêts, pour se servir. Et tout ce qu'il fera, que ce soit bon ou mauvais, tu vas le payer. À la fin de chaque action, on va te tendre une facture. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au Congo. Les politiciens congolais, tous corrompus, n'ont rien foutu. Et Mobutu était toujours là, affaibli, mais toujours fort. Pourquoi? La corruption est dans l'âme de l'homme congolais. Comme le monde devait changer, il fallait faire changer les Congolais, donc par force. Et le changement dont on venait opérer au Congo ne dépendait plus de nous. Ça dépendait d'un agenda des étrangers. Pourquoi? Parce que de 1990 jusqu'à 1987, quand Mobutu est parti, on peut dire 6 ans. Réduisons même, bon, on peut dire c'est 7 ans, mais on peut réduire jusqu'à 6 ans. Les Congolais n'ont rien fait. Vous vous rendez compte, les Congolais se réunissent 6 ans. C'était la conférence nationale la plus longue de l'histoire de l'humanité, qui n'a rien produit. Et les Rwandais sont venus.
envoyé par les Américains. Ils ont mis Kabila devant, vous connaissez la suite. Et qu'est-ce qu'on a eu? Rien que des yeux pour pleurer. Kabila d'un côté, c'est le rwandais. Non! Les Américains étaient restés seuls maîtres du monde. Ils voulaient changer l'Afrique centrale. J'ai toujours dit ça. Les Congolais n'ont pas attrapé cette chance. Ils ont encore montré qui ils sont, des idiots politiques. Et l'Amérique a fait le changement avec d'autres personnes. Et nous sommes en train de subir les conséquences. Les dommages collatéraux seulement. Et malgré cela, ça fait 20 ans aujourd'hui que le Congo est dans un grand trou. Mais on doit prendre des leçons. Mais il y a toujours des gens qui n'ont rien appris. Tous les politiciens congolais sont allés au Rwanda chercher le sponsorship des agresseurs, ceux qui sont venus nous agresser, nous faire du mal. Ils voulaient créer une opposition contre Laurent Désiré Kabila, mais en allant chez les mêmes sponsors de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous avez des politiciens intelligents, malins? Non, ils sont tous des foutus, des foutrons. Et c'est ce qui a fait qu'on ne fait que patauger. Le Congo n'avance pas. Donc même ce qui est en train de se faire à Kinshasa, pour moi, rien n'est nouveau sous le soleil. Ça peut être nouveau pour toi, si tu es un petit, tu es en train de voir, de vouloir chercher quelque chose de nouveau dans ce cafouillage-là. Il n'y aura rien de nouveau. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, rien ne changera le Congo, à part une révolution populaire. Il y a Kafou Kafou. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la poussière et la sueur dans ce pays-là. Un changement, c'est-à-dire déraciner tout. Un grand vent qui va faire passer tout le monde d'abord, qui vous plaque contre le mur, qui déracine les arbres, enlève les toitures des maisons d'abord. Cette étape est très nécessaire, car ça aura un grand impact sur l'esprit, le mental du peuple congolais. Ça va balayer tout le pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud d'abord. C'est très nécessaire, c'est psychologique. Aussi longtemps qu'on n'atteindra pas cette étape-là, vous allez suivre mes vidéos, il n'y aura aucun changement. Aucun changement. Et on nous signale que l'armée rwandaise a toujours été au Congo. Même quand on dit elle est là, ça a toujours été. Cette histoire a toujours existé là. Donc, elle ne fait que se déplacer. Il y a plus de 2 semaines, on a vu les militaires rwandais s'organiser donc quelque part, mettre, je ne sais pas, leur base à Kabara, dans le territoire de Nyiragongo, près de Kibumba. Et ceux qui connaissent ce coin-là du Nord Kivu nous disent, c'est à peu près à 25 ou bien 30 km de la ville de Goma. Mais à Kinshasa, on a des parlementaires en train de se disputer. Qui a reçu beaucoup d'argent, qui a tabassé Mabund. Vraiment. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Parce qu'une personne normale doit beaucoup regretter. Ce n'est pas normal pour des êtres humains dignes de ce nom, ce qui est en train de se faire au Congo. L'autorité suprême du Congo ne fait absolument rien. Et dernièrement, un ami m'a dit, l'armée zambienne aussi est en train de renforcer ses positions sur le terrain acquis côté Congo.
Donc de tous les côtés, il y a soit l'armée angolaise quelque part, qui est entrée au Congo, l'armée rwandaise, n'en parlons même pas. Côté de l'Ouganda, là-bas, Beni et consorts Selenande, l'armée ougandaise entre. Au sud Kivu, on parle, il y a la présence de beaucoup de groupes armés, il y a même des Burundais qui sont là. Donc, la cacophonie totale. On a des autorités, il est là, il bouffe, il boit, il dort. Et Félix a même le culot de souhaiter donc les meilleurs vœux de Noël et même de Nouvel An au peuple congolais. Ça, c'est se moquer du peuple congolais. Un peuple qui n'a rien, un peuple appauvri par l'imbécilité des politiciens congolais. Un peuple à qui vous avez volé tout, même le peu qui restait. Vous n'avez rien foutu sur le plan social, politique, sur tous les plans. Et vous avez le culot de vous asseoir avec votre femme, Nyakero Denise, pour souhaiter les meilleurs vœux au peuple congolais. N'est-ce pas une insulte, ça? Je ne sais pas si dans la tête de ce monsieur-là, il s'y passe quoi. J'ai regardé la vidéo et j'ai dit, mais est-ce que ce monsieur est normal? Il y a d'autres histoires dont nos parents nous disaient, il faut quoi qu'on a haya. Il faut avoir la honte. Moi, j'ai comme l'impression que chez certains de nos concitoyens au Congo, ce qu'on dit en Swahili, abana na mshipa ya haya. Donc, ils n'ont pas de veines de la honte. Notre système nerveux est composé de beaucoup de veines. Ce sont ces veines-là qui nous mettent dans des états d'âme. La joie, la tristesse, tout ça. Mais j'ai comme l'impression que c'est les gens de lui de pèse. Félix Tshilombo, ces gens-là n'ont pas de veine de la honte. Tu es là, tu ne fais rien, tu n'arranges pas le pays, partout il y a la saleté. Regardez les photos de Kinshasa, de dépotoirs. Partout il y a de l'eau sale, inondation, la famine, il n'y a rien de foutu. Au lieu même de te taire, parce qu'on nous dit parfois que la sagesse, c'est te taire. Donc, la sagesse, il faut te taire quand tu n'as rien à dire. Quand tu n'as rien de bien à dire à ton peuple. S'asseoir là, souhaiter les meilleurs vœux. Non, on vous a toujours dit que cette histoire-là, vous ne la maîtrisez pas. Ce n'est pas venu de vous, c'est une histoire venue de l'extérieur. On est en train de tirer les ficelles à partir de l'extérieur. Vous ne maîtrisez rien et vous ne maîtriserez rien. Vous ne voulez pas nous croire. Qu'on vous parle combien de fois. Nous ne sommes pas des prophètes ou bien des sorciers. C'est question de s'informer. On peut comprendre si tu es illettré. Mais celui qui connaît la politique du Zaïre, là où c'est venu, comment est-ce que cette politique-là a cheminé le changement des dirigeants à la tête du Zaïre, Mobutu parti, Laurent Désiré Kabila parti, tous les remue-ménages là-bas, tu comprendras facilement. Mais on a des gens qui n'ont pas encore compris. Et dans la série des gens qui n'ont pas encore compris, il y a Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui sont allés voir Félix Tshisekedi pour leur histoire-là de l'union sacrée. C'est-à-dire après avoir regardé, après avoir résisté un tout petit peu là, la tentation a été tellement forte que le fils du diable est obligé de rejoindre leur papa. Parce qu'on nous dit toujours, c'est dans des moments de crise, la confusion dans l'histoire, des crises, qu'on sache, qu'on saura qui est qui. Moïse Katumbi s'est caché pendant longtemps dans son poste de gouverneur du Katanga. Il mettait en avant-garde le gouvernement de Kinshasa.
C'est Kinshasa qui ne veut pas faire ça. Moi, j'ai dit tout ça, je l'ai toujours dit. On l'a regardé. Il pensait qu'il allait tromper le monde éternellement. Non. Si toi, tu ne bouges pas, tu n'avances pas, mais sache que le monde avance. Même si tes yeux charnels ne voient pas, le monde a été fait pour avancer, pour changer. C'est pourquoi un homme normal doit changer et observer son changement pour que ça se fasse d'une manière positive. C'est ça, avancer. Si ton changement se fait d'une manière négative, c'est reculer. Mais on bouge quand même, quelque part. On sait comment les élections s'étaient passées, comment il y a eu tricherie, comment Kabila et ses partenaires au niveau de l'Afrique et de l'Occident ont mis Chilombo-là à la présidence. Moïse a nié cette histoire aussi. Il était contre cette histoire. Jean-Pierre Bemba aussi a fait une vidéo qu'on m'a envoyée ici. Je vais poster ça, je suis fini de faire cette vidéo. Il disait clairement que c'est Fayolle qui a réussi. C'est là où on voit qui est politicien et qui ne l'est pas. Qui est homme d'État et qui est matérialiste. C'est-à-dire tu es là pour tes propres intérêts matériels. On voit les gens qui sont là. Ils voulaient se cacher, tromper. Oh, ça, la mouka. Non, cette histoire de la mouka, ça ne colle plus. Non, oh, ils ont trompé, tout ça. On leur disait, cette histoire est déjà pourrie. C'est une histoire morte depuis longtemps. On vous dit, mentez, vous n'allez pas mentir éternellement. Moïse Katumbi se croyait trop malin, c'est-à-dire, il pouvait dribbler le monde entier, les Congolais mentir avec cette stratégie. Non. En fin de compte, on allait savoir qui tu es, Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui se passe au fond de ton cœur, Jean-Pierre Bemba? Pas seulement vous deux, tous les politiciens. C'est par la force des événements. Ce sont les événements qui classent les politiciens. C'est pourquoi j'ai dit le monde avance. Tu peux nous tromper aujourd'hui, demain, mais sache que tu ne nous tromperas pas tous les jours. La tentation était tellement forte, la tentation d'avoir de l'argent, de s'attribuer des postes, que Bemba n'a pas résisté avec Katumbi. Ils sont allés dans la magouille, la tricherie dont ils dénonçaient au début de 2019. C'est là où j'ai dit, on voit qui est un homme d'État, un vrai politicien et un charlatan, homme d'affaires. Ils sont allés là, ils pensent qu'ils vont tromper le monde entier. Non. À partir de là, ils viennent de s'abaisser. Mais là, je pense qu'ils ne vont que vivre donc, par la magouille. Donc ça, c'est prendre les Congolais pour des idiots. Alors, pour un monsieur, une personne avisée, il faut comprendre qu'est-ce que nous voulons, nous Congolais. Posons-nous d'abord cette question. Nous voulons qu'il y ait un changement radical. C'est-à-dire que ce système qui est là, Chilombo, Kabila, tout ça, que les gens foutent le camp. Le changement ne viendra pas si il n'y a pas un tribunal, une audience, une punition. Parce que ce n'est pas possible. Dans un pays qui a connu ce que le Congo a connu pendant 20 ans de crimes, de pillage systématique. Mes chers amis, mettez-vous ça dans la tête. Il y a eu trop de méfaits qui ont été commis dans ce pays-là. Par beaucoup de gens, venant de beaucoup d'horizons. Les Congolais sont traumatisés. Il n'y aura jamais de changement parce que le sang a beaucoup coulé.
Parce que même certains morts congolais n'ont pas encore trouvé du repos. Il faut avoir les yeux spirituels. Ils sont en train de tourner en rond. Et c'est ce qui continue à créer la confusion au Congo. C'est-à-dire même, vous voyez les gens qui ne parviennent plus à rien faire. Vous voyez des intellectuels maintenant qui commencent à raisonner comme des vagabonds, des voyous. Il y a eu trop de sang qui a coulé dans ce pays-là. On ne peut pas tourner la page, donc, d'un revers de la main comme ça. Parce que moi, Félix, ce qui dit, on ne peut pas finir le passé et tout ça. Non. Comprenez ce qui vous bloque. Et je pense qu'on sera le seul pays au monde. Après un grand génocide, le plus grand de l'histoire de l'humanité, vous voulez tourner la page comme ça? Non, vous êtes maudits. Et c'est cette malédiction qui est en train de vous poursuivre, vous tous qui voulez pactiser avec ce mouvement-là de Félix Tshilombo, Joseph Kabila, les Kagame et les Museveni. C'est une grande malédiction. Ça vous poursuivra un à un. Même si vous êtes un grand technicien en économie, politique, vous ne ferez rien aussi longtemps que l'histoire des morts congolais, les millions de morts congolais, n'est pas encore réglée. Comprenez pourquoi dans d'autres pays, s'ils ont connu le changement, copiez même chez les autres. Si vous n'êtes pas avancé spirituellement pour voir derrière les rideaux, nous pouvons vous enseigner. Trop de sang a coulé au Congo. Le pays le plus meurtri de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas changer dans la bouche comme ça. Vous vous réveillez demain, vous dites, il y a maintenant un changement, et tous les voleurs, les malfaiteurs, tout ça, qu'ils restent tels qu'ils sont, on ne peut pas les poursuivre, les traîner devant les cours et tribunaux, les voleurs ne doivent pas payer. Ah, qui vous a dit ça? Regardez d'autres pays. Ils ont évolué comment après même des grandes crises telles que la Première, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire ils sont spirituellement élevés. Il faut vous réconcilier. Vous les vivants physiques sur la terre, vous devez vous réconcilier avec les esprits de ceux qui vous ont quittés. Et les Congolais sont en colère. On les a retranchés la vie par force, par des gens. C'est-à-dire nous ne pouvons rien faire. Nous devons d'abord nous réconcilier. Nous qui allons rester vivants sur la terre, nous devons nous réconcilier avec ceux qui sont morts, nos frères et sœurs, nos pères, nos enfants, tout ça. Nous devons nous réconcilier avec eux comment? Mettre en place un tribunal pour que tout celui qui a trempé dans le génocide du peuple congolais, de près ou de loin, passe devant la justice. Que tout celui qui a volé, qu'il soit blanc ou noir, jaune, je ne sais pas, rouge, ils doivent passer. Même les morts. N'oubliez pas, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Ils sont dans le feu, ils sont dans l'eau. Ils sont en train de nous voir, de nous regarder. Nous devons honorer nos morts d'abord. C'est ça l'étape. Si vous n'avez pas encore compris, on va commencer à vous dire des choses là. Ah, mes chers amis. Vous ne réussirez rien aussi longtemps que le problème des morts congolais sera résolu. Si vous ne connaissez pas, dit. Comprenez pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas ce dossier du rapport mapping. Et le rapport mapping n'a pas tout dit. Hein. Le rapport mapping, si vous suivez très bien, c'est presque le 1/10 de ce qu'on a fait au Congo. C'est ça le grand combat. Alors vous verrez que ce sont les malfaiteurs. Certaines personnes qui ont trempé de près ou de loin dans les crimes qui se font au Congo. Ce sont ces gens-là qui nous bloquent. C'est le combat entre nous, les Congolais honnêtes, et les Congolais malhonnêtes, là, avec des étrangers malhonnêtes en Afrique et à l'étranger. C'est ça le grand combat qui bloque le Congo jusqu'à aujourd'hui.
On ne sera jamais béni. L'esprit de nos morts ne peut jamais se reposer. On sera toujours troublé si nous ne rendons pas hommage à nos morts. Et l'hommage commence par la justice d'abord. Qui a tué qui? Pourquoi? Où? Comment? Quand? Avec qui? Il doit payer comment? Le jour où on va commencer à faire payer ces gens-là, le jour où on va commencer à organiser des cérémonies, inaugurations, pour calmer les esprits de nos morts, et vous verrez que beaucoup de choses vont commencer à marcher au Congo. Dans tous les pays du monde qui ont connu des catastrophes, Première, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre de Mexique, partout il y a eu des guerres. Ils passent par cette case-là. Et c'est bizarre, on sera le seul pays au monde là où on a tué plus de 10 millions de Congolais, plus de 10 millions de gens. Mais on a des politiciens imbéciles qui veulent tourner cette page-là en allant encore pactiser avec ceux qui ont contribué à verser le sang des Congolais. Vous ne réussirez rien. On ne réussira rien, mes chers amis. Nous devons passer par ce chemin-là. Et beaucoup de gens ont peur qu'on mette sur la table ces dossiers-là. Comprenez, ce sont ces gens-là qui sont en train de résister aujourd'hui. Parce que leurs noms sont dans le grand livre des méfaits commis au Congo, de près ou de loin. Comprenez, ce sont ces gens-là qui résistent. C'est comme s'ils sont entrés dans une chose là, ils ne savent plus maintenant sortir. Car le jour où ils vont sortir, on va les éliminer facilement. Ils seront fragilisés. Comprenez pourquoi ils veulent rester toujours dans cette histoire-là. Ça fait 20 ans qu'ils boivent le sang du peuple congolais. Des zombies. Donc leur pouvoir, c'est rester toujours dans cet état des choses pour boire, continuer à boire le sang du peuple congolais. Ce pays-là doit passer par la justice, mes chers amis. Donc quand vous voyez un homme comme Bemba, je voulais dire, allez dans la mafia encore, vous connaissez son dossier. Bemba a trempé dans le génocide du peuple congolais et le pillage des richesses du Congo en Équateur. Donc si on commence à juger les gens pour les crimes commis au Congo, Bemba aussi doit être poursuivi. Comprenez pourquoi? Ce que nous voulons chaque fois, vous comprenez maintenant, ça ne se limite pas au Tshisekedi, tout ça, non. Votre soi-disant démocratie là, à laquelle vous pensez, non. C'est cette grande justice d'abord sur la terre. Et Dieu et les anges vont nous regarder que, Bokoli, vous devenez maintenant des êtres humains. Nous devons laver nos relations entre nous et les morts congolais. Les étrangers peuvent les négliger, mais nous devons les honorer. Bemba, sachant qu'il a trempé dans cette histoire, il a pillé du café, des arbres, du bois, tout. Il a amené en Ouganda. Il a tué des gens. Ces milices-là, je ne sais pas, son armée a mangé même la chair humaine. C'est pourquoi on l'a arrêté à la CPI, ne confondez pas. Ce ne sont pas les crimes commis au Congo, non. Ce sont les crimes commis en République centrafricaine. S'il a déjà purgé, oui, cette page peut être tournée. Mais il reste maintenant que Bemba purge pour les crimes commis en RDC. Crimes économiques, crimes politiques, militaires, tout ça. Comprenez pourquoi un homme comme Bemba, si nous nous approchons vers le changement, le vrai, il est mal à l'aise. Car ce changement-là,
amènera quoi? L'état de droit, le vrai état de droit. Parce que les gens de l'UDP sont en train de nous chanter la mafia, non. Le vrai état de droit. Le jour où nous allons tomber d'accord, nous tous, sur la terre et dans l'au-delà avec nos morts. Tokobandam Sal. Bemba sera mal à l'aise. Il va passer devant les cours des tribunaux. Moïse Katumbi a aussi des crimes économiques. Comprenez pourquoi il a résisté, il a voulu se faire passer pour un bon garçon pendant longtemps. Il croyait que l'affaire allait finir et tourner pour qu'on puisse donc, pour qu'ils puissent cacher leurs crimes, ces gens-là. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Ils doivent payer, car tout se paye ici-bas. Il se connaît lui-même. Et nous le connaissons. Et il est allé où? Du côté des gens qui veulent cacher les crimes du Congo. C'est-à-dire, ils veulent tourner la page de la République démocratique du Congo sans qu'il y ait jugement des crimes. Ça ne veut pas se faire. Pendant 14 ans, Moïse a dirigé le Katanga. C'est Kabila qui l'a mis là. Et Kabila est allé le chercher sur conseil de Katumba Manke, feu Katumba Manke qui était mort. Pourquoi? C'est pour les affaires des minéraux du Congo. Car Moïse, d'un côté juif, avait des connexions dans le monde. C'est-à-dire là, il fallait amener les richesses pour les vendre. C'est pour cela que Kabila l'a amené, l'a ramené de son exil. Et quand il était en exil, Moïse, il avait fui quoi? Toujours le problème des vols. Lui avec son grand frère Katebe Katoto. Eux tripotaient les cuivres là et les cobaltes depuis longtemps, dans les années 80, quand nous on était des petits. Famille Katebe Katoto, on les connaît. Et Moïse, nous les connaissons depuis longtemps. Ils étaient en conflit avec les Kyungwa-Gumanza, tout ça, beaucoup d'histoires. Tout tourne autour toujours des richesses du Congo. Et Katebe Katoto et son petit frère Moïse Katumbi étaient obligés de fuir. Quelques années avant l'entrée de Laurent Désiré Kabila FDL. C'est pourquoi il devait rester là. Comprenez pourquoi Katebe Katoto avait même pris son argent pour sponsoriser des rébellions là-bas, des RCD, tout ça, pour faire partir Kabila. Afin qu'on laisse encore le Congo dans l'état là de la mafia de Magou, l'exploitation des matières premières. Les occupants du Congo, forts et malins qu'ils ont été, ils ont eu raison de Laurent Désiré Kabila, avec la complicité de Joseph Kabila. Kabila a été parachuté là par les États-Unis d'Amérique avec la bénédiction de Bruxelles. Les Louis Michel, ils savent ça très bien. Suivez même des vidéos au Parlement belge. Il y a des parlementaires belges qui disent très bien, nous les Belges, nous sommes allés chercher un petit pour succéder à Kabila. Un petit qu'on allait manipuler, qu'on allait commencer à manipuler convenablement. Ils ont trouvé le petit Joseph, ils l'ont mis là. C'est pourquoi continuer avec ce système-là, le système de mafia, tout, c'est-à-dire que le Congo ne change pas. Et c'est dans ce système de mafia-là que Moïse a été rappelé pour les affaires. À moitié juif, connaissant les affaires du monde, les grandes banques, tout ça, les paradis fiscaux, là, on peut cacher l'argent, il est venu. Et on ne pouvait pas donc faire de lui donc, un homme d'affaires simple. Il fallait le mettre donc à la tête de la province la plus riche pour qu'on ne puisse pas commencer à le contrôler. Pour que lui puisse commencer à contrôler les autres régions qu'il allait commencer donc à gérer dans la province de Katanga. Donc lui n'allait commencer à rendre des comptes où c'est à la présidence seulement. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on l'a mis là. Et pendant les 14 années, il a beaucoup tripoté avec Joseph Kabila. Et c'est ça même le nœud de leur conflit, le conflit de Moïse Katumbi et Kabila. C'est quoi? Les richesses du Congo, nos richesses, que ces deux loupards-là
ont transporté, je ne sais pas, dispatch, partage de bénéfices, d'argent. Je ne sais pas ce que Moïse a fait à Kabila. Pour que Kabila, jusqu'aujourd'hui, n'aime jamais sentir la présence de Moïse. Pour qu'il puisse même l'appeler devant les médias que c'est un Judas. Vous voyez? Et c'est pourquoi remarquer la position actuelle de Moïse. Il rejoint Félix Tshisekedi tout en sachant que c'est un menteur. Pourquoi? Non pas pour servir le Congo. Se chercher à se positionner contre Joseph Kabila. Et dans tout ça, il y a quoi? Ce n'est pas des gens qui sont là pour servir les Congolais. Donc, chacun prend ses positions, soit pour anéantir l'autre, pour se protéger, afin qu'on ne l'amène pas au tribunal, qu'il n'y ait pas de changement au Congo demain. C'est ça. Et Moïse Katumbi a beaucoup résisté. Jusqu'à ce qu'il n'a pas su continuer à faire semblant. Il est allé là où il devait aller. Toujours du côté de mafia, toujours. La preuve, c'est que ces usines sont en train de fonctionner, ces sociétés minières. Ça fonctionne toujours. Mais les Congolais qu'ils disent tous servir, vouloir servir, sont affamés avec Félix Tshisekedi. Ça fait 2 ans. Qu'est-ce que Moïse a fait? Un bon politicien devrait chercher le changement. Mais ils ne font rien tous. Absolument rien. Donc c'est la guerre de positionnement. Donc, chers frères et sœurs congolais, vous devez comprendre. On continuera à développer, mais sachez que l'année 2020 est en train de finir, mais c'est une autre année infernale pour la République démocratique du Congo, car rien ne marche. C'est vraiment triste quand pendant beaucoup d'années, on a des politiciens qui regardent mais qui ne voient rien. Donc, qui n'ont pas donc de cœur pour vouloir servir le peuple congolais. Et cerise sur le gâteau, on voit même l'ambassadeur des États-Unis, Michael Haber, qui s'est donné un nom congolais, Michael Zita, venir annoncer avec fierté que le Congo fait partie maintenant de la GOA, ce qu'eux-mêmes appellent en Amérique African Growth and Opportunity Act, c'est-à-dire un acte qui donne des opportunités à certains pays africains d'aller, ou bien de venir écouler leurs marchandises en Amérique sans payer des taxes. C'est une bonne chose d'en parler. Mais regardons maintenant l'état dans lequel se trouve le Congo. Qu'est-ce que le Congo va amener aux Américains? Qu'est-ce que les Congolais peuvent produire industriellement pour amener en Amérique? Rien. À part les cuivres, les manganèses, coltan, tout ce qu'on est en train d'abord de voler, tout ce que les Américains eux-mêmes volent, car ils se sont imprégnés dans le système minier du Congo, avec d'autres organisations, avec des Chinois là-bas. Ils prennent ça. Allez à Kasumbalé, ça, à la frontière du Congo et de la Zambie. Avant-hier, il y a une autre femme qui est allée là-bas. C'est pas ce qu'elle est allée faire là. Elle a commencé à filmer des camions qui défilent, qui sortent avec les richesses du Congo. Ils prennent ça automatiquement. Ils vendent, ils achètent à qui? Qui leur vend ces histoires là-bas? Est-ce qu'il y a un système au Congo, système économique, qui peut nous permettre, nous les Congolais, à savoir combien de tonnes de manganèse, de cobalt, de cuivre, de soufre, étain, zinc, c'est sorti? Une tonne revient à combien? On a vendu combien? Qu'on nous donne un tableau là-bas. Rien. Ils prennent ça gratuitement. Ils ont commencé, ça fait des années, même au temps de Mobutu. Mais c'est devenu tellement pire avec cette guerre qu'ils nous ont imposée. Ils prennent gratuitement. Alors, moi je ne sais pas cette histoire d'Agoa, ça viendra encore faire quoi? Est-ce que nous avons l'industrie par exemple, des maïs industriels? Est-ce que nous faisons l'agriculture industrielle au Congo pour produire du soja, des maïs, des haricots, pêche même sur l'océan, côté Congo,
Le fleuve Congo est parmi les plus grands fleuves du monde, les plus poissonneux. Est-ce qu'il y a un système industriel pour dire nous allons faire ça pour aller vendre aux Américains sans payer de taxes? Non, nous n'avons rien. Et cette histoire d'AGOA-là, c'est encore une magouille. Posez la question aux spécialistes, ils vous diront. Ils n'ont jamais vu un pays en Afrique se développer avec l'histoire d'AGOA. Jamais. C'est une mafia bien calculée qui fait que les mêmes gens qui vous annoncent cette histoire, c'est eux, pour le cas du Congo, ils ont occupé le Congo, ils continuent à l'occuper. Tout ce qu'ils ont déjà volé, ils ont mis dans un coin là. Ils vont aller prendre ça, ils mettront sur les trucks, sur des bateaux, je ne sais quoi là. Système diplomatique, corps diplomatique, ils ne vont pas payer. À partir du Congo, ils ne vont rien payer, corps diplomatique. Ils vont faire traverser ces histoires-là. Ça va entrer en Amérique. C'est eux qui ne vont pas payer des taxes. Ce n'est pas vous. C'est ça la vérité de cette histoire d'AGOA. Donc moi, je ne pense pas qu'on peut aider un peuple comme le peuple congolais. La meilleure façon d'aider les Congolais, c'est de les aider à mettre en place un système démocratique. Le respect de la Constitution, des élections, des lois, que personne ne soit au-dessus de la loi. C'est ce qui va amener la stabilité et le développement d'un pays. Même l'Amérique elle-même demandait à Mike Hammer, l'Amérique ne s'était pas développée sur base des affaires, non. L'Amérique s'est développée sur base du respect de la loi, la Constitution. Si la Constitution est respectée, comme aux États-Unis, une ancienne Constitution qui est respectée pendant plus de 200 ans, c'est-à-dire personne n'est au-dessus de la loi. Il y a des institutions qui fonctionnent. Si tu veux faire on te jette en prison. L'État existe. Un homme ne peut pas se dire, moi je fais ceci là, oh, China Rambo, il se promène là-bas, il vend les minéraux du Congo, pas de compte à rendre. Non. Le respect de la loi, mettre en place des institutions fortes d'abord. Apprendre aux Congolais la culture du respect de la loi, de l'honnêteté, de la vérité. L'Amérique devait commencer à nous aider. De par son expérience, les États-Unis, c'est un pays là où la loi est respectée. Les mafieux, ils sont partout, les voleurs. Mais c'est facile de détecter les traces des voleurs en Amérique, plus qu'au Congo. On n'a aucun système en place. On n'a pas la culture du respect de la loi. Et c'est ce qui nous fait que nous tombons là où nous sommes. Nous tournoyons en rond. Les élections sont là. Vous donnez donc la présidence à un voleur, à un tricheur. Et vous voulez faire les affaires là, au nom de la nation congolaise. Mais ce sera les affaires d'un groupe d'hommes. Qui viendra les juger? Qui viendra faire l'audit? Hein? C'est ça le grand problème. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Si l'Amérique aimait les Congolais, il fallait que l'Amérique là vienne les aider à mettre en place un système démocratique. Établir des institutions fortes. Mettre en place un état de droit. Que l'État soit présent vraiment pour contrôler le Congo, les territoires congolais, chasser l'insécurité. Nous avons besoin de ça d'abord. À partir de ça, nous saurons comment vendre nos produits nous-mêmes, où nous voulons les amener. Pas nous les dire, non, amenez-les aux États-Unis, vous ne paierez pas de taxes. Non, tout ça, c'est la magouille. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, mes chers amis. L'année prend fin. C'est vraiment dur. Tenez toujours. On s'en sortira, mais pas seulement comme ça. Qu'on prenne conscience, qu'on lutte à l'extérieur et à l'intérieur pour qu'il y ait changement. Et le plus grand changement commence dans la tête. Si la tête est pourrie, rien ne va se manifester sur le plan extérieur. Et le plus grand changement au Congo viendra quand nous allons nous mettre en accord
avec les morts du Congo, les plus de 10 millions là, ils ont besoin du repos. Ils ne peuvent jamais se reposer aussi longtemps qu'il y a des gens qui veulent tourner cette page là-bas silencieusement pour se servir eux-mêmes. Ne pas finir le passé parce que tu étais venu avec le plan de voler. Et la preuve, c'est que pendant les premiers 100 jours, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont volé 400 millions de dollars américains. Et vous voyez que ces gens-là aimeront qu'il y ait changement au Congo. Non, parce que changement au Congo va impliquer quoi? On va les appeler eux aussi. Qu'ils remettent les 400 millions qui sont volés et beaucoup d'autres sommes que vous connaissez. C'est un peu ça. Je vous salue, je vous remercie. Tenons bon. On ne sait pas comment souhaiter aux Congolais quelque chose de bon. Hein. Seulement encourager les gens. Tout ira si on prend conscience et on se met au boulot. Merci bien. Bye. If you end